C'était lundi lors de la Nuit des Molières, 34e cérémonie. Nouvelle mouture pour l'opéra rock culte Starmania. Donc, Thomas Joly a reçu les 2 prix. Et donc, cette œuvre, rappelons-le, a été créée en 1979 par Luc Plamondon et Michel Berger. Et cette nouvelle version, tout comme la version originale, a été encensée partout en France. J'ai joint, aujourd'hui, le metteur en scène derrière cette nouvelle version de Starmania. Et lui, Thomas Joly, on le connaît peu ici, mais c'est lui qui va concevoir les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et de fermeture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Et même chose pour les Jeux paralympiques. On l'écoute. Thomas Joly, bonsoir et bienvenue à 24/60 depuis Paris. À peine 3 jours Bonsoir. après avoir reçu 2 Molières pour Starmania. Comment accueillez-vous ces 2 Molières? Que représentent-ils pour vous? Bonsoir, merci de votre invitation. Je suis ravi de vous parler. Et je suis ravi de vous parler de Starmania et effectivement des 2 Molières qu'on vient de recevoir. Ces 2 Molières qui sont importants parce que ce sont des Molières collectifs. C'est celui du meilleur spectacle musical et de la meilleure création visuelle et sonore. Donc ça récompense en fait le travail de toute l'équipe d'artistes, de l'équipe technique, de l'équipe administrative. Et je trouve que c'est une jolie récompense parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'était un vrai travail d'équipe, cette nouvelle production de Starmania. Et en même temps, on sait que Luc Plamondon voulait remettre sur scène Starmania. C'est un deuil qu'il vit encore avec la mort de Michel Berger il y a 30 ans. Mais pour lui, les 40 ans de Starmania, c'était revivre, c'était une renaissance. Et il le fait à travers vous, bien sûr, une équipe, mais beaucoup à travers vous. Qu'est-ce qui vous a séduit ou convaincu que ce projet-là en valait la peine sur le plan artistique et sur le plan personnel, vu votre parcours? C'était un rêve d'enfant. Moi, je n'avais jamais monté de comédie musicale, j'avais monté des opéras, du théâtre, et s'il fallait faire une comédie musicale, évidemment, pour moi, c'était Starmania. Et un jour, je reçois un appel en mars 2019 pour me proposer de rebâtir, la mise en scène, en tout cas, de Starmania. Et moi, ce que j'ai dit immédiatement, j'ai dit, écoutez, d'abord, merci. Je suis tout à fait prêt à accepter, mais j'ai très envie de travailler avec Luc Plamondon, justement, sur le livret, pour rebâtir l'histoire, parce que selon les versions, il y a des chansons qui avaient disparu, des personnages qui avaient disparu aussi, des chansons qui avaient changé de personnage. Et je me disais que c'était un peu confus et j'avais envie de redonner la place de l'histoire, de la narration, du récit, parce que les chansons sont légendaires, tout le monde les connaît, elles n'ont pas besoin d'un metteur en scène, de Thomas Joly pour continuer à être des légendes. Par contre, l'histoire, elle me semblait si importante à réentendre aujourd'hui. Ainsi donc, avec Luc Plamondon, j'ai passé plusieurs semaines chez lui, plusieurs mois. Ouais, exigeant, il m'a Luc. ouvert ses archives. Oui, il m'a ouvert ses archives et puis j'ai pu trouver tous les textes qui ont pu être écrits à la main, etc. Et on a tout rebâti ensemble et c'était un immense honneur et un immense privilège. Et en passant, je sais, j'ai pas vu l'œuvre encore, mais ce que vous avez signé, mais vous avez voulu aussi rendre hommage à Michel Berger. Tout à fait. Parce que c'était le duo, il y a les mots et il y a la musique. Exactement. Et c'est vraiment ces 2 créateurs qui nous ont laissé une œuvre qui continue de nous éclairer aujourd'hui. Et évidemment, il était important pour moi de rendre hommage à Michel Berger à l'intérieur. Donc c'est très discret, mais les gens, je crois, le captent. À l'époque, on disait, et surtout au tournant de l'an 2000, on a dit l'œuvre de Luc, qui avait 20 ans à ce moment-là, parce que c'était créé en 79-80. Or, c'est visionnaire, c'est futuriste. On a des Donald Trump, on a des milliardaires, on a du terrorisme, on a des gangs, on a de grands conflits, beaucoup de violence. Et vous avez fait une nouvelle lecture de cette dimension-là de l'œuvre de Luc et de Berger. Sans changer aucun mot, si ce n'est quelques temps de verbe par rapport à l'an 2000, justement. Mais sans changer aucun mot, je me suis concentré effectivement sur le texte, sur les mots, sur ce que ça raconte. Parce que la musique, les chansons, on les a dans la tête et puis on danse, par exemple, sur Quand on arrive en ville, la chanson est entraînante. Mais en réalité, elle dit des choses terribles de Johnny Roquefort. Et qu'il fallait remettre peut-être l'accent sur cette violence-là, cette âpreté, je dirais, de l'intrigue, pour effectivement lui redonner aussi son caractère visionnaire. Nous sommes la première mise en scène française de Starmania après les événements du 11 septembre 2001. Et je rappelle que dans Starmania, la plus haute tour de l'Occident s'écroule. Et on ne peut plus faire comme si ce n'était qu'une fiction et que cette réalité-là, cette noirceur-là, Luc l'a captée
il y a longtemps, moi je pense que Luc est un voyageur du temps. Voilà, Ah, je c'est pense bien qu'il est dit. venu en 2020, 2030, Ouais. et puis il est retourné dans les années Ouais. 70 pour écrire Starmania. Et c'est stupéfiant de voir à quel point l'œuvre continue d'être éclairante et toutes les prophéties qui sont à Ouais. l'intérieur. On se pose la question que dit Starmania de notre monde d'aujourd'hui, de notre société d'aujourd'hui, comme elle témoignait de la société d'il y a 40 ans. Donc, qu'est-ce que ça dit de notre monde d'aujourd'hui et comment ça vous a inspiré pour refaire le livret? Alors vous savez, moi je crois que Luc Plamondon n'est pas très loin de William Shakespeare et je lui ai déjà dit, faut pas trop lui dire, mais quand même, c'est gros ce que je dis là, mais c'est vrai. Mais vous Pourquoi? avez fait, Parce est-ce que que je vous interromps, vous avez fréquenté Shakespeare, vous avez monté une séquence de oui, 18 heures, n'est-ce pas? Si je me trompe pas, c'est ouais. quoi, Henri? Alors, je vous laisse C'était Henri continuer. VI et Richard. Ça, Ouais. ça durait même 24 Ah, heures. Et d'accord. c'était Henri VI plus Richard III, tout à Non. fait. OK. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Shakespeare et Luc Plamondon? Eh bien, ils mettent des mots très simples sur des sentiments intérieurs qui sont complexes, comme par exemple, dans Starmania, la mélancolie, Mhm. l'ennui, la dépression, le sentiment de ne pas avoir de sens à son existence, par exemple, la vacuité. Et pourquoi ça nous parle de nous? Eh bien, parce que ça interroge ce qu'on fait ici, Mhm. en tant qu'être humain. Et je pense que tant qu'il y aura des êtres humains sur cette planète, et tant qu'il y aura d'ailleurs Ouais. aussi une planète, eh bien Starmania continuera de parler au cœur des gens. Écoutez, vous n'étiez pas né quand Starmania a été créé, si je comprends bien. Vous avez l'âge de Starmania, 80 à peine. C'est un rêve Oui. d'enfance. Luc rêvait depuis 40 ans que ça soit remonté. Luc est autour des 80. Donc, une œuvre hors du temps. Vous avez dit, Luc, c'est un voyageur dans le temps, mais en même temps, cette œuvre est hors du temps. Complètement. Et elle continuera parce qu'il y a encore des prophéties qui ne se sont pas réalisées dans Starmania. Il y a la conquête de Mars, il y a tout ce qui se passe sur les fonds marins aussi. Il y a encore des choses terribles que Starmania nous projette. Est-ce qu'elles vont arriver? Je ne le souhaite pas. En tout cas, pourquoi est-ce que Starmania reste une œuvre très, très puissante? C'est parce qu'elle est aussi cathartique. C'est-à-dire que Starmania nous donne à voir peut-être un contre-exemple vers quoi il ne faudrait pas aller. Et malheureusement, je crois que la dystopie dans les années 70 eh bien, est devenue réalité aujourd'hui. C'est aussi sa grande force. Mais elle nous renseigne peut-être Ouais. sur le moyen d'être mieux ensemble, de faire mieux humanité, d'être ensemble davantage dans une projection sensible et collective de l'humanité. Sinon, effectivement, eh bien, nous finirons seuls, comme Marie-Jeanne. Eh bien, il ne faut pas, évidemment. Et je pense que Mais c'est non, Le Monde des Stones qui finit. Là, vous avez placé Le Monde des Stones à la fin, tout à la fin, exact. après le désastre. Donc, une œuvre tragique, une œuvre hybride, avez-vous déjà dit, une œuvre sur le désespoir, mais qu'il faut voir, qui nous séduit, qui nous habite. Et ça remonte à votre enfance. Je veux qu'on parle, on ne vous connaît pas beaucoup ici, votre parcours d'enfance, ce que j'ai appris de vous. À 4 ans déjà, la volonté de faire des mises en scène. À 6 ans, la rencontre avec Verdi. Et tout ça, déjà, votre imaginaire débordait. Mais votre famille vous a suivi là-dessus. Vous avez eu Ouais. cette chance. Parlez-nous de cette enfance Ouais, à l'imaginaire débordant. je viens d'un tout petit village de Normandie et c'est vrai que tout petit déjà, j'avais envie de raconter des histoires. Alors j'en écrivais, je chantais, je faisais du théâtre, de la musique, de la danse. Et puis petit à petit, c'est le théâtre qui a finalement gagné. Et j'ai ensuite fait tout un parcours d'acteur parce que je suis d'abord un acteur. Et j'ai monté une compagnie de théâtre, joué dans plusieurs festivals, notamment le Festival d'Avignon, qui est très connu ici en Ah France. oui. Et puis ensuite l'opéra m'a proposé de travailler. Bref, je ne sais pas faire autre chose que de Ouais. raconter des histoires. Je n'ai pas appris un autre métier. Alors soit la mise en scène, soit en tant qu'acteur. Alors, c'est pas nécessairement inné, mais vous l'avez développé. Et ce que j'ai vu, c'est envoyer un documentaire sur le Palais Garnier, donc sur l'Opéra de Paris, qui vous a dit, il faut que vous aviez quoi, 6 ans? Quel âge aviez-vous quand vous avez découvert ce documentaire-là? Et ça a déterminé... Ah ouais, c'est ça, 6 ans. Ah. Ouais. Je voulais être danseur étoile, effectivement. Et j'ai démarré, comme j'étais dans mon petit village, j'ai démarré la danse classique dans une petite salle à côté de mon village qui ne ressemblait pas du tout à l'Opéra de Paris. Donc j'étais très déçu. C'est pour ça que... Mais vous vous êtes rattrapé depuis. Voilà, et que depuis quand l'Opéra Ouais. de Paris m'a appelé pour faire un opéra, j'ai évidemment eu ma petite revanche. Oui, c'est ça. Mais vous avez quand même eu, parlons directement des choses, un parcours que beaucoup de jeunes garçons, peut-être même de jeunes filles aussi vivent. Vous avez vécu à l'école du harcèlement. Du harcèlement Oui. en raison, sans doute, de ce qu'on voyait chez vous. Vous êtes rentré chez vous à un moment donné. Vous avez dit à votre mère, pourquoi maman m'a traité de pédale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et c'est devenu votre force. Racontez-nous.
Oui, en fait, pédale, je savais pas que c'était une insulte. Je pensais vraiment qu'on parlait de vélo. Mais je me suis dit, tiens donc, en fait, la nature, ma nature, ce que je suis, semble poser problème. Elle est moquée. Eh bien, en fait, je vais en faire une force. Je vais exploiter ça. Je vais travailler avec ce que je suis parce que je l'ai pas décidé. Oui. Et que c'est à partir de là, je pense que tous les artistes travaillent ce que moi j'appelle le courage de l'honnêteté de soi. C'est le plus beau des talents. On peut apprendre à chanter magnifiquement, on peut apprendre à danser magnifiquement, à jouer la comédie, mais le plus beau des talents, c'est celui d'être soi, à la fois sur une scène, dans un métier artistique, mais aussi dans la vie. Et peut-être que ces périodes un peu difficiles, c'est vrai, finalement, m'ont rendu plus fort. Et c'est ce que je souhaite, et ce qu'on peut dire aussi à tous les jeunes gens qui seraient victimes de discrimination. C'est pas facile, mais il faut trouver les moyens de s'en saisir pour continuer à être soi parce que c'est tout ce qui vaut. Et être soi, c'est être heureux, et dans votre cas, c'est être inspiré. Alors là, on a parlé de Starmania. Avant de passer à un autre, avez-vous des personnages préférés dans Starmania? Mais oui, moi c'est Stella Spotlight, ma préférée. D'accord, OK. Alors, Parce que moi aussi, je chantais devant mon miroir. Oh. Après Starmania, rien de moins que le grandiose de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris en 2024. C'est à portée de main pour vous, le grandiose. C'est extraordinaire, non? C'est inouï, c'est une chance unique. C'est arrivé à Paris, les derniers Jeux, c'était en 1924. Et 100 ans après, ils reviennent à Paris, les Jeux Olympiques, et c'est à moi qu'on me propose de prendre en charge la direction artistique des cérémonies d'ouverture, de clôture olympique et paralympique. Wow. Et donc voilà un immense terrain de jeu magnifique. La cérémonie d'ouverture olympique va se dérouler sur la Seine, le fleuve qui traverse Paris. Et voilà mon terrain de jeu, voilà mon décor, voilà l'un des plus beaux décors qui soit, qui existe déjà et dans lequel moi je dois proposer et faire de l'art. C'est une chance inouïe, j'en suis toujours très très ému. Vous m'entendez, je suis un peu bouleversé parce que c'est une chance vraiment unique et je suis déjà à 100% concentré sur ce grand spectacle à venir parce que c'est le plus grand spectacle du monde. Il y aura 600 000 spectateurs le long des berges et puis derrière leurs écrans, on compte 1,5 milliard, peut-être 2 milliards de personnes. Voilà. Alors, à la fébrilité, donc, vous avez carte blanche. Bon, là, vous parlez de la scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Où en êtes-vous à cette étape-ci? Alors, j'en suis à l'étape où j'ai réuni des auteurs et des autrices avec moi depuis le mois de décembre pour imaginer le récit. Encore une fois, vous savez, moi, je ne sais que raconter des histoires. Quelle histoire va-t-on raconter au monde entier, au moment où le monde entier est accueilli à Paris et regardera Paris? Eh bien, c'est ce à quoi on travaille depuis 4 mois. Et j'ai livré le premier concept de la première cérémonie d'ouverture au CIO il y a quelques semaines. Et ce concept a été validé, donc moi je continue à travailler. Voilà, je continue à vous proposer un grand et beau spectacle pour les cérémonies olympiques. Écoutez, vous êtes un homme radieux, inspiré, comme je le disais il y a un instant. C'est un privilège pour nous de vous avoir parlé aujourd'hui dans cet espace-temps qui est très chargé pour vous. Et s'il vous plaît, au nom de notre public, de tous les Québécois et Québécoises, offrez nos félicitations à Luc Plamondon. On lui est très fidèle. Et bien, ce sera fait. Et hommage à lui. Et on a hâte de venir aussi. Oui. On a hâte de venir présenter le spectacle chez vous. On a très envie. On n'a pas de date, on n'a pas de lieu encore. Ça sera un suspense. Pas encore, mais on y travaille. On travaille. On va trouver. On va venir. On arrive. Merci beaucoup, Thomas Joly. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.